Bon, bonsoir les coronavirés de la PC de Pierre Lely. On est toujours dans la même saison, épisode 2. Donc aujourd'hui, on va voir le rayonnement thermique. Voilà. Pour ceux qui étaient étonnés d'avoir vu un animal sur le premier épisode, c'est normal. C'est un chat. C'est pas le chat de Schrödinger. On verra ça un petit peu plus tard sur les macaques. En fait, mes filles m'avaient dit, mets un chat. Donc moi qui suis pas terrible en informatique, c'est tout ce que j'avais trouvé. Vous verrez que dans ce deuxième épisode, il y aura encore un animal. On y reviendra tout à l'heure. On va voir si vous trouverez l'animal dans ce nouvel épisode. Trêve de plaisanterie, on y va. Je vous rappelle, 3 types d'énergie thermique échangée. Diffusion thermique, on l'a vu au chapitre précédent, un petit peu de convection thermique. Et donc, on va voir dans ce chapitre le rayonnement thermique. Cette fois, ce sera un transfert de champs électromagnétiques entre deux milieux. On verra ce que sont les lois de Stéphane, de Wien. Et on appliquera tout ça dans une dernière partie à l'effet de serre pour comprendre un peu pourquoi la température de la Terre est à peu près de 15 degrés. Voilà, en première partie, voyons déjà la notion de corps noir. Donc je présente un corps en général ici. Si on considère l'énergie incidente, une partie sera réfléchie, une partie sera transmise, une autre partie sera absorbée. Ça, c'est le cas d'un corps en général. Et bien, dans le cas d'un corps noir, on aura en fait toute l'énergie incidente qui sera absorbée. On n'aura pas d'énergie réfléchie, pas d'énergie transmise. En fait, un corps noir est un absorbeur parfait. Bien évidemment, aucun corps ne se comporte totalement comme un corps noir. On va avoir des matériaux qui vont se comporter comme des corps noirs dans certains domaines de fréquence ou de longueur d'onde. Exemple, le noir de fumée, entre 4 et 8 micromètres, certains oxydes réfractaires, entre 6 et 8 micromètres, la brique rouge, dans le domaine infrarouge. Et je vous mets également les fenêtres de transparence et d'opacité du verre. On y reviendra un petit peu plus tard, très très important. Donc fenêtre de transparence du verre entre 0,3 et 3 micromètres et pour la fenêtre d'opacité entre 4 et 30 micromètres. Ces deux résultats-là, on y reviendra tout à l'heure, ce sera très important. Deuxième partie, voyons ce que c'est que le rayonnement d'équilibre thermique. Donc, je présente le rayonnement d'équilibre. C'est en fait le rayonnement à la température T du champ électromagnétique. Chaque élément de surface de la paroi de l'enceinte va émettre un rayonnement thermique et absorber une partie du rayonnement qu'il reçoit. On va considérer que le champ électromagnétique se comporte comme un gaz de photons, donc capable ici d'émettre des particules ici qui composent la lumière, donc on appellera des photons. Petit b, voyons le lien entre la densité d'énergie et le flux surfacique. Prenons une enceinte ici de section S. Hauteur de l'enceinte, puisque on vient de voir que ça correspond à une émission de photons, donc les photons vont se déplacer à la vitesse c. Donc voyons la distance éventuellement parcourue par les photons qui est c dt. Mettons un axe UZ vers le haut. Essayons de paramétrer de deux façons différentes l'énergie électromagnétique qui est contenu dans cette enceinte. Donc servons-nous ici pour une première expression du flux surfacique. On pourra écrire que c'est le flux surfacique ici, donc en watts par mètre carré multiplié par la surface ds, ici multiplié par le temps. Si on essaye d'exprimer cette même énergie à partir de l'énergie électromagnétique volumique qu'on avait déjà vu au moment de la propagation dans le vide du champ électromagnétique, donc si on se sert de UM, alors on rajoute des petits indices zéro puisqu'on va supposer qu'on est en équilibre ici radiatif. Donc UEM 0, éventuellement qui va dépendre de T ici, et puis la surface ds multipliée par CDT. En fait, ds fois CDT, ça va représenter le volume de l'enceinte. Et on rajoute un coefficient alpha. Pourquoi ce coefficient alpha? Parce que bien évidemment, si on fait un petit calcul relativement succinct, on s'aperçoit que tous les photons qui sont situés, admettons à l'instant 0 au fond ici du récipient, on peut dire que comme l'émission des photons est isotropique, je vais en avoir un tiers dans la direction X, un tiers dans la direction Y, un tiers dans la direction Z, et même dans la direction Z, j'en aurai que la moitié qui vont aller vers le haut, l'autre moitié allant vers le bas. Si on fait un calcul succinct, on s'aperçoit qu'alpha vaut 1/6. Un calcul un petit peu plus compliqué avec des résultats qui vont être obtenus de manière un petit peu plus complexe, nous permet d'établir que alpha égale 1/4.
Ce qui fait qu'on va avoir en fait un lien entre le flux surfacique ici et l'énergie électromagnétique volumique. En fait, le flux surfacique est égal à C sur 4 fois l'énergie électromagnétique qui va dépendre de T. Voilà une relation importante. On doit savoir que phi0 est proportionnel à C à UM de T. Par contre, le coefficient 1/4 résulte de calculs beaucoup plus compliqués. On ne vous embêtera jamais avec ce calcul-là. À partir de là, en petit c, voyons un petit peu la notion de densité spectrale. Donc on écrira ici, éventuellement de deux façons différentes. Ici, l'énergie électromagnétique élémentaire, où on écrira ça sous la forme U de lambda et de T d lambda. Donc cette énergie-là, c'est l'énergie électromagnétique volumique élémentaire. Donc ce qui fait que le U de lambda, qui va dépendre de lambda et de T, ça s'appellera la densité spectrale d'énergie volumique en longueur d'onde. Donc on prend l'énergie volumique, on divise par la longueur d'onde et on obtient donc cette densité spectrale d'énergie volumique en longueur d'onde. C'est une donnée qui est bien évidemment, puisque le terme de gauche est en joules par mètre cube, on divise encore par une longueur d'onde, donc par des mètres, c'est en fait en joules mètre moins 4. De la même façon, on peut mettre la même expression avec U de nu et de T, donc nu étant la fréquence, d nu. Dans ce cas-là, on parlera de densité spectrale d'énergie volumique en fréquence. On a un lien bien sûr entre les deux, puisque lambda c'est C sur nu. Si on différencie des lambda, c'est C moins C sur nu de d nu. Donc du coup, si on remplace dans l'expression ici, on aura U de nu et de T multiplié par d nu qui est égal à moins nu carré sur C d lambda. En identifiant avec l'expression qui est au-dessus en fonction de d lambda, vous voyez qu'en fait U de nu et de T multiplié par moins nu carré sur C ici d lambda est égal à U de lambda et de T d lambda. On simplifie par d lambda et on trouve une relation entre U de nu et de T. Ici, ça fera moins C sur nu carré, U de lambda et de T. Donc très souvent dans les exercices, on travaillera avec ici la densité spectrale d'énergie volumique en longueur d'onde, mais on peut vous demander de passer de l'une à l'autre. Bien évidemment, pour les grandes fréquences, on aura des petites longueurs d'onde et inversement. Tout dépend un petit peu dans les exercices qu'on va vous demander. De toute façon, vous allez voir ensuite que les expressions de U de lambda et de T ou U de nu et de T ne sont pas à connaître, mais on doit être capable de passer d'une expression à l'autre. Grand 3, très important justement, on va voir l'expression de ces densités spectrales d'énergie volumique en longueur d'onde ou en fréquence. Là, on va voir en l'occurrence en longueur d'onde. Et ça, c'est donné par la loi de Planck, donc qui date de 1898. Donc Planck va établir ici, il va reprendre des calculs qui ont été faits précédemment par d'autres physiciens qui vont permettre d'établir ces calculs-là plutôt dans le domaine UV, plutôt dans le domaine infrarouge, et lui va recoller un petit peu tous les modèles. Donc il établit, en fait, il arrive à montrer que cette densité ici spectrale d'énergie volumique en longueur d'onde, U de lambda et de T, est égale à 8 pi hc. Donc bien sûr quelque chose qu'il ne faudra pas retenir, on vous le donnera toujours, 8 pi hc sur lambda 5, 1 sur exponentielle hc sur lambda kt, moins 1. Si on trace U de lambda 0 et de T en fonction de la longueur d'onde, on obtient une courbe de ce type-là, qui va présenter un maximum ici pour une longueur d'onde donnée. Et ça va être valable pour une température, admettons, T1. Si jamais vous prenez une autre température T2, voilà, température T2, à ce moment-là, on va s'apercevoir, on le montrera tout à l'heure, qu'elle présentera un maximum à un autre endroit en longueur d'onde. Ce sera, admettons, lambda M2. Si jamais la température T2 est plus grande que T1, on montrera tout à l'heure que lambda M2 est plus petit que lambda M1. Ce sera le but ici de la cinquième partie. Voilà, bien évidemment, on peut passer de U de lambda et de T à U de nu et de T. Vous remplacez la longueur d'onde par C sur nu, bien évidemment, et puis vous pouvez passer de la densité spectrale d'énergie volumique en longueur d'onde en densité spectrale d'énergie volumique en fréquence. Grand 4, la loi de Stéphane.
Boltzmann, ici, donc établi grâce à ces deux physiciens, Stéphane, donc 1879, et Boltzmann, 1884, qui va permettre ici de regrouper leurs hypothèses différentes pour arriver à cette loi très très importante. Donc on a vu tout à l'heure que le flux surfacique, phi de 0 et de t, c'était C sur 4, ici, multiplié par U0, donc densité volumique d'énergie, ici, en fonction de la température. Seulement, ici, on vient de voir que D de UM0 et de T, c'était donné, si on reprend la densité spectrale d'énergie volumique en longueur d'onde, U de lambda et de T, D lambda. Donc si on intègre sur toutes les longueurs d'onde, en fait, phi 0 et de T, ce sera C sur 4, intégrale de 0 à plus l'infini, puisque les longueurs d'onde sont positives. Je reprends la loi de U de lambda et de T qui est donnée par la loi de Planck. Donc 8pi hc ici sur lambda 5, 1 sur exponentielle hc sur lambda 4t moins 1, ici d lambda. À partir de là, ce qu'on vous donnera toujours dans les exercices, on vous proposera d'effectuer un changement de variable. Donc on posera x égale hc sur lambda kt. Ce qui fait que phi 0 et de t, petit à petit vous allez changer ces paramètres-là, ce sera c sur 4. On fait attention à l'intégrale. Si on intègre sur lambda de 0 à plus l'infini, bien sûr, comme x est inversement proportionnel à lambda, on intégrera de l'infini à 0. On garde le 8pi hc. Lambda, bien évidemment, on va le sortir puisque c'est hc sur ktx. Donc le lambda à la puissance 5, ça nous fera h 5 c5 k5 t5 x5, 1 sur exponentielle de x moins 1. On fait attention, bien évidemment, à des lambda, puisque des lambda, c'est égal à moins hc sur ktx2 dx, qu'on vient mettre ici. Et du coup, ce que l'on fait, puisque les bornes, c'était de l'infini à 0, avec le signe moins qui apparaît ici, quand on va mettre le paramètre intégré en dx, et bien avec le signe moins, on va changer les bornes et on va réintégrer de 0 à x. On effectue ce calcul-là, ici. On va tenir compte du fait qu'on va vous donner le résultat d'une intégrale qui va revenir assez souvent. Voilà, on arrivera à une expression de phi 0 et de t. Donc ça, vous allez tout doucement pour la retrouver. Et on arrive à 2pi hc carré, intégrale de 0 à plus l'infini, ici. Donc les mêmes résultats qu'on a vus tout à l'heure, ici. Donc vous avez K5, T5, ici, sur H5C5, HC sur KT, ici. Et on obtient x cube sur exponentielle de x dx. Et le résultat de cette intégrale-là vous sera donné, l'intégrale de 0 à plus infini de x cube sur exponentielle de x dx. Donc ça vous sera toujours donné dans les exercices, c'est égal à pi 4 sur 15. Et ça, on va le remettre ici. Ce qui fait qu'on va arriver, après simplification, à phi 0 et de t, qui est égal à 2pi à la puissance 5 sur 15 C2 K au cube, K la constante de Boltzmann, ici, H4, T4, soit une relation qui sera du type sigma T4, donc sigma température à la puissance 4, avec sigma la constante de Stéphane. Et la constante de Stéphane, si on fait l'application numérique avec tous les paramètres connus, bien évidemment, c'est la célérité de la lumière, donc 3,18 mètres par seconde. K, la constante de Boltzmann, 1,38 10-23. La constante de Planck, 6,62 10-34. On fait l'application numérique avec tout ça, ça nous fait 5,67 10-8. Phi de 0 et de t, bien évidemment, ici c'est en watts par mètre carré, puisque c'est le flux surfacique. Donc ça fait watts par mètre carré et par Kelvin, puissance moins 4. Voilà une relation très importante. Ça, on peut vous le demander de le redémontrer. On vous donne U de lambda et de t. Et on retrouve phi 0 et de t. N'oubliez pas que phi 0 et de t, c'est égal à c sur 4, ici, multiplié par UEM.
de t, UM de t, ce sera l'intégrale de 0 à plus l'infini de U de lambda I de t, d lambda. On vous donnera le résultat de l'intégrale de 0 à plus l'infini dx cube dx sur exponentielle de x moins 1. On fait le changement de variable et on arrive à cette relation très importante. Grand 5, paragraphe important également, la loi de Wien. Voilà. On verra au chapitre suivant sur le laser l'oscillateur à pont de Wien. On l'a déjà vu un petit peu en électronique. Attention, ce n'est pas les mêmes, même si c'est le même nom, hein, ce n'est pas les mêmes physiciens. Donc loi de Wien, 1880. Souvent, on parle de loi de déplacement de Wien. On va voir pourquoi. Donc on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure sur la courbe. En fait, quand on trace U de lambda I de t, en fonction de lambda, on a vu que la courbe, ici, présentait un maximum pour une longueur d'onde donnée. Donc c'est ce qu'on refait ici. En fait, si on pose U de lambda I de t, en fonction des paramètres de tout à l'heure, on fait rentrer le changement de variable avec x, ça fait 8 πhc ici. Donc K5 t puissance 5 sur hc. Si on change les paramètres et qu'on met le paramètre petit x à la place, en faisant le changement de variable qu'on a proposé tout à l'heure, x égale hc sur lambda kt, on arrive à x5 sur exponentielle de x moins 1. Ça, on peut appeler cette fonction-là la fonction f de x. x5 sur exponentielle de x moins 1. Si on essaye de rechercher le maximum de cette courbe-là, calculons la dérivée f' de x et regardons quand est-ce qu'elle s'annule. On dérive cette fonction-là sous la forme u sur v. Donc le calcul a été fait sur le poli. Et vous voyez qu'en fait, on arrive à montrer que cette fonction-là est égale à 0 si 1 moins x sur 5 égale exponentielle de moins x. Donc en fait, ce que l'on peut faire, c'est une résolution graphique. Vous verrez que je l'ai fait, je vous l'ai proposé dans un exercice du TD. Donc en fait, on va tracer ici la fonction 1 moins x sur 5, donc ordonnée à l'origine 1, et ici elle s'annulera bien sûr en 5. On va tracer exponentielle ici de moins x. Voilà, on trace les deux fonctions, et en fait graphiquement, on s'aperçoit que ces deux fonctions vont se couper pour une valeur de x qui est égale à 4,965. Du coup, comme on connaît la valeur de x où on a ici le point d'intersection qui va correspondre en fait à l'extrémum de la courbe, en fait à partir du moment où vous connaissez xm, 4,965, ça on sait que c'est égal à hc sur lambda m kt. Comme xm c'est 4,965, on va pouvoir ressortir la valeur de lambda m fois t. Donc ce sera égal à hc ici sur kxm et on obtient 2898 micromètres ici Kelvin. Voilà, résultat important. Bon, on n'est pas forcé de connaître 2898 micromètres Kelvin, mais par contre on doit savoir que ça fait à peu près 3000 ici, 3000 micromètres Kelvin. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous prenez l'exemple du soleil, soleil, température, ici, moyenne du soleil, 6000 degrés Kelvin. Ça veut dire grosso modo que lambda m est égal à 0,5 micromètres. Autre chose très importante sur la courbe de U de lambda I de t, en fait on s'aperçoit que si vous avez la longueur d'onde maximale ici, entre 0,5 lambda m et 8 lambda m, si on prend l'air sous la courbe, entre 0,5 lambda m et 8 lambda m, vous avez 98% de la courbe. 98% de la courbe est située entre 0,5 lambda m et 8 lambda m. Du coup, pour le soleil, lambda m égale 0,5 micromètres. Ça veut dire que dans le domaine 1,5 de lambda m, c'est-à-dire 0,25 micromètres, et 8 fois lambda m, 4 micromètres, on a 98% de la courbe. Et bien, si vous regardez bien ça, c'est quasiment entièrement compris dans la fenêtre de transparence du verre. Par contre, la Terre, corps à 288 K, grosso modo 15 degrés Celsius. Bon, on ne va pas chipoter, ça fait un lambda m aux alentours de 10 micromètres. Du coup, la longueur d'onde ici du spectre émis par la Terre va être compris entre la moitié de ça, donc 5 micromètres et 80 micromètres. Si on regarde bien, et
ce domaine-là, ce domaine de longueur d'onde, ça c'est quasiment entièrement compris dans la fenêtre d'opacité du verre. Du coup, ici, on s'aperçoit que le spectre émis par le soleil, bien évidemment, est entièrement ou presque entièrement dans la fenêtre de transparence du verre. Par contre, ce qui va être émis par la Terre est quasiment entièrement compris dans la fenêtre d'opacité ici du verre. On verra l'importance tout à l'heure sur l'effet de serre. Autre chose très très importante, bien évidemment, je vous rappelle que c'est sur ce principe-là qu'on peut déterminer la température d'une étoile. En regardant le spectre émis par l'étoile, on peut connaître, si on connaît le maximum de longueur d'onde émise par l'étoile, je peux avoir accès à la température à partir de cette loi de déplacement de Wien. À une température donnée, bien sûr, le corps va émettre une longueur d'onde maximale. Attention quand même au fameux effet Doppler, puisque si vous considérez qu'une étoile se déplace, eh bien, le spectre émis par l'étoile ne sera pas forcément le spectre reçu par l'étoile. Il faudra avoir un ordre d'idée de la vitesse de déplacement de l'étoile pour savoir, à partir du spectre que nous on va recevoir de l'étoile, connaître le spectre qui est réellement émis par l'étoile. Bon, une petite remarque sur trois petites choses. Sur le corps noir, c'est un absorbeur parfait. Donc ce qu'il absorbe, il sera capable de le réémettre. C'est l'absorbeur parfait. Un corps blanc, c'est le réflecteur parfait. Donc toujours penser à ça, bien évidemment l'été on a beaucoup plus chaud avec un pantalon noir puisque c'est un absorbeur parfait qu'avec un pantalon blanc. Un corps gris, c'est quelque chose qui n'est ni noir ni blanc. C'est pour ça que souvent on mettra que le flux émis par un corps gris, c'est alpha phi 0, donc alpha sigma T4 avec alpha un coefficient d'émissivité qui bien évidemment est compris entre 0 et 1. Bon, nous on considérera que des corps noirs a priori. Grand 6, on va appliquer tout ça à l'effet de serre. Donc, dernière partie là-dessus. Ici. Donc grand 6. Effet de serre. Voilà, je vous avais dit qu'on parlerait pour une deuxième fois d'un animal. Voilà, alors c'est pas l'histoire du brame au mois de septembre. Donc ici, on va voir l'effet de serre. Non, je plaisante bien évidemment. Ici, on va parler d'effet de serre. Donc regardons un petit peu ce qui se passe au niveau d'une vitre idéale dans la première partie. Donc je prends une vitre ici de température TB et admettons le sol de température T0. Donc vous avez le flux solaire. Donc le flux solaire, je vous rappelle, en fait, ce qui est émis par le soleil, ici, la vitre est totalement transparente, donc ça va arriver au sol. Et puis la vitre va émettre FIV. Et on va faire un bilan radiatif au niveau de la vitre, au niveau du sol. Donc si on fait un bilan vitre ici, on s'aperçoit que 2 fois FIV, ici, alors bien évidemment, le sol de température T0 va émettre un flux radiatif qui vaudra Φ0 ici. Donc ça nous fait 2 FIV, ça c'est le flux bien sûr qui va être émis par la vitre, égale Φ0, le flux émis par le sol. Le flux solaire, on ne le prend pas en compte bien évidemment puisqu'il traverse la vitre. Par contre, si je fais un bilan sol, donc le sol il reçoit quoi? Il reçoit ici Φs plus bien évidemment FIV, qu'on va mettre de l'autre côté. Ici, et le flux émis par le sol, ce sera ici Φ0. On fait le bilan de tout ça, bien évidemment. Φ0 va se simplifier. J'ai un FIV qui va se simplifier. Donc le flux de la vitre, ici, c'est Φs. À partir de là, si je reprends la loi de Stéphane, connaissant bien sûr le flux solaire, on verra un ordre d'idée tout à l'heure, on est un petit peu moins de 1000 watts par mètre carré, ici. FIV, on va le mettre sous la forme sigma température de la vitre puissance 4. Donc je peux sortir FIV, ici, qui est égal à Φs sur sigma puissance 1 quart. Si je veux maintenant trouver la température du sol, Φ0, je peux le mettre sous la forme sigma T0 puissance 4. On s'aperçoit que la température du sol, ici, c'est 2 FIV sur sigma. Donc en fait, ce sera TV 2 puissance 1 quart. 2 puissance 1 quart, c'est racine carrée de 2. La racine carrée de 2, on est à 1,414. La racine de ça, on est à 1,2. Vous voyez donc que la température du sol est 1,2 fois plus importante que la température de la vitre. Voilà ce qu'on appellera l'effet de serre. Il fera plus chaud au niveau du sol. La température de la vitre
est égale à phi s sur sigma puissance 1 quart, la température du sol est 2 puissance 1 quart fois plus importante. Du coup, ça, on va l'utiliser pour trouver la température d'équilibre de la Terre. On va commencer sans atmosphère, avec atmosphère, et ensuite on tiendra compte de l'absorption, ici, de l'atmosphère. Donc, dernière partie, on va essayer d'utiliser tout ça pour trouver la température d'équilibre de la Terre. Donc, on va commencer ici sans atmosphère. Donc, le Soleil, il est très loin, il est ici. Donc, premier boulot, on va trouver la puissance émise par le Soleil, qu'on va considérer comme un corps noir de température de surface 6000 degrés Kelvin. Donc, ce sera sigma température du Soleil à la puissance 4. Attention, ça représente ici la puissance surfacique, et je multiplie par la surface du Soleil, donc 4pi rayon du Soleil au carré. La Terre, ici, très très petite, se situe à 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc la puissance surfacique reçue par la Terre, ce sera sigma ts puissance 4, 4pi rs carré, divisé par, bien sûr, il faut tenir compte ici à 150 millions de kilomètres. En fait, si vous considérez une sphère de centre, le centre du Soleil, de rayons ici, alors la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, donc 1,5 10 puissance 11 mètres. La puissance surfacique, ce sera bien sûr la puissance émise par le Soleil divisée par la surface d'une sphère de rayon petit d, c'est-à-dire 4pi d carré. L'intersection de la sphère de rayon petit d et de la Terre, ici, l'intersection des deux, c'est l'aire en fait d'un cercle de rayon pi r carré. Ce qui fait que la puissance reçue par la Terre, ce sera cette puissance surfacique, sigma ts puissance 4, 4pi rs carré sur 4pi d2 fois pi rayon de la Terre au carré. Pi rayon de la Terre au carré, puisque l'intersection en fait ici de la sphère terrestre et de la sphère de centre haut et de rayon petit d, la distance Terre-Soleil, l'intersection ici des deux sphères, c'est un cercle de rayon pi fois le rayon terrestre. Donc ça, c'est la puissance qui va être reçue par la Terre, qu'on peut noter P. Du coup, si maintenant on fait un bilan de ce qui se passe, donc ça, on va garder cette expression-là, et on va faire un bilan de ce qui se passe ici, pour l'instant, sans atmosphère. Donc je prends la Terre de rayon RT. Donc si on fait un bilan au niveau de la Terre, ici, on va pouvoir écrire, alors attention, une notion très très importante également, c'est l'albédo. En fait, tout ce qui va être émis par le Soleil, bien sûr ça arrive sur la Terre, mais la Terre va en réfléchir une partie. Ça, c'est ce qu'on appellera l'albédo. À cause des océans, de la surface terrestre, on en aura une partie qui va être réfléchie. Donc si je fais un bilan au niveau de la Terre, de température de surface T0, on dira que l'énergie, la puissance reçue par la Terre, ici, alors l'albédo, c'est quelque chose que l'on connaît, qui vaut à peu près 0,31. Donc en fait, la puissance reçue par la Terre de la part du Soleil, ce sera 1 moins A fois P. Il y en a une partie qui est réfléchie. Donc par rapport à ce qui est ici reçu par la Terre de la part du Soleil, la Terre en réfléchit une partie. Et donc ce qu'elle garde finalement, ce sera 1 moins A fois P. La Terre est un corps noir de température T0. Donc sigma T0 carré pour la puissance émise fois la surface de la Terre, 4pi RT carré. On fait l'application de T0 ici, avec la valeur de P qu'on a calculée précédemment, et on arrive à une température T0 de 255 Kelvin, moins 18 degrés Celsius, qui n'est absolument pas cohérent, puisque ça nous conduit à une température beaucoup plus froide que ce que l'on connaît. C'est par exemple ce qu'on va retrouver sur des planètes comme Mars, qui n'ont quasiment pas d'atmosphère. Voyons un petit peu comment on améliore le système en considérant une atmosphère terrestre. Donc là, cette fois, deuxième modèle, on va considérer qu'autour de la Terre, ici, vous avez l'atmosphère terrestre. On n'oublie pas que dans les 5 premiers kilomètres de l'atmosphère terrestre, en fait, vous avez à peu près ici 50%. Je vous rappelle que la pression est divisée par 2 tous les 5 km à peu près. On a 50% de l'atmosphère terrestre. Au bout de 10 km, on est déjà à 75% de l'atmosphère terrestre. Donc dans la première couche atmosphérique, dans la troposphère,
on a déjà 75% de l'atmosphère terrestre. Donc on va considérer, si on appelle petit e ici l'épaisseur de l'atmosphère terrestre, on va considérer que le rayon de la Terre plus l'atmosphère, grosso modo, puisque RT c'est 6300 km, petit e déjà 10 km en 75%, on va supposer qu'en fait, le rayon de Terre plus atmosphère, c'est à peu près le rayon terrestre. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est deux bilans, un bilan Terre toute seule et un bilan Terre plus atmosphère. On appellera T1 la température de surface de l'atmosphère, et cette fois T'0 la température ici de la Terre. Faisons un bilan Terre plus atmosphère et faisons un bilan Terre. Ces deux bilans, il faut bien les comprendre, vous allez voir, puisqu'ils reviendront à chaque fois dans les exercices. Si on fait un bilan Terre plus atmosphère, toujours pareil, on aura 1 moins AP, ça c'est l'énergie ou la puissance qui va être reçue par le système Terre plus atmosphère. En fait, on se retrouve avec un corps noir de température de surface T1, donc sigma T1 puissance 4, 4pi, rayon normalement de la Terre plus E au carré, mais comme petit e est négligeable devant RT, 4pi RT carré. Si maintenant je fais un bilan au niveau de la Terre, ici, toute seule, la Terre reçoit de la part du Soleil 1 moins AP, reçoit également de l'énergie de la part de l'atmosphère sigma T1 puissance 4, 4pi RT carré, et la Terre, ici, corps noir, va émettre ici, sigma T' à la puissance 4, 4pi, rayon ici de la Terre au carré. On simplifie un petit peu les deux équations, bien évidemment, puisqu'on va pouvoir remplacer 1 moins AP par sigma T1 carré. On s'aperçoit, en fait, dans le développement du calcul, que T1, c'est la même chose que T0 au modèle précédent. Et cette fois, la température T'0 de la Terre, ce sera égal, dans ce cas-là, à 2 puissance 1 quart multiplié par T0. Du coup, si on multiplie T0, qu'on a vu tout à l'heure, 255 par 2 puissance 1 quart, on arrive à 303 quarts. 30 degrés Celsius. Deuxième modèle qui ne colle pas encore, la température est trop élevée. Ici, on s'aperçoit que la température de la Terre est en fait plus faible que ça. On va encore faire une amélioration au modèle pour arriver à un ordre de grandeur qui nous satisfera. Donc petit c, dernier modèle, avec atmosphère. Mais par contre, on va supposer que l'atmosphère, ici, va absorber une partie du rayonnement émis par le Soleil. Donc avec atmosphère plus absorption de la part de l'atmosphère, dernier modèle qu'on va considérer ici. Le facteur d'absorption de l'atmosphère, on en a un ordre d'idée, vous voyez que je l'ai posé dans la dernière partie, on supposera qu'en fait on a 33% qui va être absorbé ici par l'atmosphère. Du coup on refait un bilan Terre plus atmosphère et on fera un bilan Terre toute seule. La température extérieure de l'atmosphère, on va encore l'appeler T1 et la température de la Terre, on l'appellera T secondes. Si on fait un bilan au niveau Terre plus atmosphère, on aura 1 moins AP, ça c'est reçu par le Soleil, égale température de surface de l'atmosphère, sigma T1 puissance 4, multiplié par 4pi RT au carré. Si maintenant je fais un bilan Terre toute seule, on aura 1 moins A. Une partie sera absorbée par l'atmosphère, donc 1 moins alpha multiplié par P, plus, donc ça c'est ce qui est reçu c'est ce qui a été émis par le Soleil, une partie a été absorbée par l'atmosphère, plus ce qui est émis par l'atmosphère, et du coup la Terre, corps noir de température de surface T secondes, sigma T secondes à la puissance 4, 4pi RT carré. On développe tout ça, et cette fois on arrive à T secondes ici, qui est égal à 2 moins alpha, puissance 1 quart, multiplié par T0. Je remplace alpha par 0,33, ça fait 1,67 puissance 1 quart fois ici la température T0, qui était la température T1. On arrive à 290 K. Une température ici de 17 degrés Celsius. C'est à peu près l'ordre de grandeur, on est un petit peu plus de 15 degrés pour la température moyenne du Soleil, donc ce modèle arrive à retrouver à peu près un résultat cohérent pour la température de surface de la Terre. Voilà, ces calculs-là, dans la dernière partie de l'effet de serre, sont importants. Souvent, ils vont revenir en exercice. Si on récapitule un petit peu ce chapitre-là, vous devez retenir un petit peu l'ordre d'idée
l'ordre de grandeur qui relie le flux surfacique à U de lambda I de T. Phi 0, c'est C sur 4 U de lambda I de T. On vous donnera la loi de Planck. Grâce à la loi de Planck, on doit être capable de retrouver la loi de Stéphane, donc phi 0 I de T sigma T4. On doit retrouver également ici la loi de déplacement de Wien, très très important. Et puis après, bien comprendre ce que c'est que cet effet de serre. Hein. Une vitre, c'est très très important. En fait, par rapport au flux solaire, on s'aperçoit que le flux solaire est totalement transparent ici au niveau de la vitre. Par contre, ce qui va être réémis par la Terre, c'est dans la fenêtre d'opacité de la vitre. Et à partir de là, on s'en sert pour déterminer, pour essayer de comprendre ce que c'est que cet effet de serre. On commence à trouver la température de la Terre sans atmosphère, trop froid, avec atmosphère, trop chaud. Et si on tient compte de l'atmosphère et de l'absorption, eh bien à ce moment-là, on trouve une température cohérente. Vous regarderez un petit peu les exercices qu'on a associés. Il y a des petits exos d'application directe de tout ça. Regardez les applications directes sur l'effet de serre. Après, souvent, on a des exercices qui permettent de coupler la conduction thermique, la convection, et puis ces phénomènes radiatifs. Donc vous avez des exos un petit peu plus longs qui regroupent des portions de problèmes que vous regarderez un petit peu là-dessus. Voilà, on a fini la thermodynamique, il n'y avait pas grand-chose. Toute la thermodynamique, il y a une portion bien sûr de rappel sur la thermo de première année. Il y a les systèmes ouverts, il y a la diffusion qu'on a vu, la conduction thermique et ici les phénomènes de rayonnement thermique. On verra la semaine prochaine. Après avoir fait mes débuts en informatique, je vous ferai mes grands débuts dans un autre domaine. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On essaiera autre chose. Voilà. Je vous laisse. Bon week-end. Bonne révision du devoir. Je vous rappelle le programme du devoir. Système ouvert. Thermo de première année. Non, pardon. Système ouvert, on l'a déjà fait. Thermo de première année. Les phénomènes de diffusion et les phénomènes de conduction thermique.